20h sur la télévision Futur Média. Un plaisir de vous retrouver à la présentation de cette édition. Les titres, c'est tout de suite. Tension à Dakar à l'approche des élections locales. Barthélémy Dias a été arrêté par la police ce matin alors qu'il effectuait des visites de proximité. Relâché, le maire de Sacré-Cœur avertit les autorités administratives. Hors de question de lui faire stopper ses activités d'autant que celles de ses adversaires de Benno Bokk Yakaar sont acceptées. Le préfet, pour sa part, a rendu public un communiqué qui soumet tous les candidats à une déclaration préalable de leur manifestation sous peine de sanctions. Encore 15 années à purger pour payer pour le meurtre de son mari. La sentence est tombée ce mercredi, 20 ans de réclusion criminelle, 5 ans de plus que ce que le parquet avait requis contre Aïda Mbacké. La défense parle d'un verdict trop dur et compte faire une demande d'appel. Vous entendrez maître Ndeye Anta Mbaye, avocate d'Aïda Mbacké, dans ce journal. Trop de sucre et trop de gras dans nos assiettes. Les spécialistes en nutrition alertent. Les maladies non transmissibles font des ravages au Sénégal. Des solutions urgentes sont à préconiser. Le colloque sur l'alimentation et la santé s'est ouvert ce mercredi à Dakar. Et puis, sit-in des travailleurs de la Poste. Un énième mouvement d'humeur pour revendiquer de meilleures conditions de travail. Au banc des accusés, le directeur général de la boîte, accusé par ses collaborateurs de népotisme et de gabegie. Dans un instant. Bonsoir à toutes et à tous. Avant d'en arriver au développement de ces titres, tout d'abord, cet accident survenu à Saint-Louis. Un camion a violemment heurté une dame sur la digue de Ndiolofène. La victime serait entre la vie et la mort. Les sapeurs-pompiers que vous voyez sur ces images l'ont évacuée à l'hôpital régional de Saint-Louis pour les premiers soins. Et nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions avec nos correspondants à Saint-Louis. Interpellé alors qu'il allait à la rencontre des populations, le maire de Sacré-Cœur fustige l'attitude de l'autorité administrative. Barthélémy Dias accuse le préfet de Dakar de faire du deux poids, deux mesures. Candidat de Yewwi Askan Wi pour Dakar, Barthélémy Dias affirme que rien ne l'arrêtera dans son droit de rencontrer les populations. Il réclame par conséquent le même traitement que son adversaire Abdoulaye Diouf Sarr, à qui le préfet a justement autorisé l'organisation d'une caravane. C'était ce dimanche dernier et nous écoutons Barthélémy Dias au micro de Younous Diatta. Position pour que personne ne m'arrête. À la police de savoir maintenant si vous voulez la confrontation ou si vous voulez la paix. Parce que trop, c'est trop. Il faut savoir raison garder. Abdoulaye Diouf Sarr, qui est le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, ce week-end s'est permis de faire une caravane sonorisée dans Dakar, en bloquant des artères de Dakar au but, au su de toutes les autorités de ce pays. En commençant par le préfet de Dakar. Toutes les autorités de ce pays, que ce soit le commissaire central de Dakar, que ce soit le commissaire de la sûreté urbaine, que ce soit le patron de la DIC, tout le monde a vu Diouf Sarr en caravane. Et Dieu seul sait qu'il n'en avait pas le droit. Parce qu'actuellement, on n'est pas encore en campagne. Il n'a pas le droit d'avoir une caravane sonorisée. Moi, je suis sorti de chez moi sans aucune sonorisation. Je me déplace de jour comme de nuit avec 2 véhicules de sécurité. Un véhicule devant et un véhicule derrière avec mes gardes du corps. Et on pourrait le considérer comme une réponse du berger à la bergère, puisque le préfet de Dakar, à son tour, a brandi un communiqué dans lequel il affirme qu'il lui a été donné de constater la tenue par certains acteurs politiques de caravanes, cortèges, défilés et rassemblements non déclarés sur la voie publique. Je rappelle que conformément aux dispositions des articles 96 du Code pénal et 10 de la loi 7802 du 29 janvier 78 relative aux réunions, les cortèges, défilés et rassemblements de personnes et d'une façon générale, les manifestations sur la voie publique sont soumises à l'obligation d'une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative chargée du maintien de l'ordre public sur le territoire dans lequel la manifestation doit avoir lieu.
Cette déclaration qui intervient 3 jours francs au moins et 15 au plus avant la date de sa tenue doit également indiquer la nature, la date, l'heure et le lieu de la manifestation ainsi que les prénoms, noms et domicile de l'un des organisateurs. Le non-respect de ces dispositions expose bien évidemment les auteurs aux sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur. Voilà un communiqué signé Mortalatine, le préfet de Dakar. La coalition Yewwi Askan Wi qui demeure formelle, elle dénonce une injustice dans le processus des locales. Ses leaders informent qu'ils vont saisir la Cour suprême pour l'annulation des listes à problème dans les localités concernées. Les membres de la coalition annoncent par ailleurs un tout nouveau calendrier consacré essentiellement de meetings dans la capitale sénégalaise. Maïmouna Ndiaye et Thierno Laurent Mendy ont pris part à leur point de presse. Ces leaders de la coalition Yewwi Askan Wi décèlent une campagne de sabotage, une manipulation dans la formation des listes pour les locales de 2022. Nous avons plusieurs listes qui ont été réintégrées sur décision de différentes cours d'appel et à notre grande surprise, nous l'avons découvert, comme tant d'autres Sénégalais, une note interne du ministre de l'Intérieur demandant aux préfets et sous-préfets de ne pas appliquer ces décisions. Il leur demande en plus du refus d'appliquer ces différentes décisions des différents cours d'appel, il leur demande de se pourvoir au niveau de la Cour suprême. Ce qui non seulement ne relève pas de ses attributions, mais à la fois illégal. Cette volonté ne passera pas selon eux. Ils mettent en garde. Il est hors de question que Mbirmidiam. Nous n'allons pas croiser les bras. Il est hors de question que le président de la République, sur les 602 circonscriptions, qu'il ait la possibilité d'écarter l'opposition à sa guise. Nous disons non. Il y va de l'intérêt de tout un chacun. Si nous ne le faisons pas, nous irons vers la dérive et nous n'en avons pas besoin pour notre pays. À leurs différents mandataires, la grande coalition de l'opposition lance cet appel. Nous restons debout. Nous allons nous battre. Donc nous allons nous pourvoir au niveau de la Cour suprême. Et nous espérons que la Cour suprême prendra ses responsabilités et rétablira la coalition Yewwi Askan Wi dans ses droits afin que le préfet de Kédougou puisse réintégrer la liste de notre frère, honorable député Guirassy, dans ses droits. Cette rencontre avec la presse se fera d'une manière périodique et régulière, déclarent ces membres de la coalition Yewwi Askan Wi. À Thiès, la Cour suprême vient d'enregistrer un recours en faveur de l'annulation de la candidature de la tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar dans la commune de Saly. Ce recours introduit par la coalition Gëm Sa Bopp remet en cause l'aptitude du candidat de la coalition, Ousmane Gueye, à diriger la commune. Ce dernier, selon ses détracteurs, ne sait ni lire ni écrire. Et à ce propos, nous écoutons Ahmadou Bella Diallo. Il est le candidat de la coalition Gëm Sa Bopp. Il est au micro d'Abdourahmane Diallo. Dans l'acte 3 de la décentralisation, l'article 92 stipule clairement qu'un maire doit savoir lire et écrire. Dans un premier temps, cet article allait plus loin en disant dans la langue officielle. Mais cette partie dans la langue officielle a été retirée, mais l'article a été maintenu. Dans un premier temps, c'est les conseils municipaux qui étaient élus et en leur sein, ils élisaient le maire. Aujourd'hui, la loi a évolué. Parce qu'aujourd'hui, les têtes de liste majoritaires, donc si la liste gagne, la tête de liste majoritaire devient automatiquement maire. Alors qu'un maire doit savoir lire et écrire. Donc c'est pour ça que j'ai attaqué cette liste. Mais je n'ai pas attaqué particulièrement la liste de Benno Bokk Yakaar, mais j'ai attaqué donc, quelque chose que la loi interdit et que je vois des gens de faire dans la commune. Avant de poser ma candidature, j'ai regardé. Je vois qu'une ville comme Saly, avec un budget qui avoisine les 4 milliards, de 2009 jusqu'en 2021, il n'y a aucune infrastructure de base. Tout ce que les populations ont besoin pour vivre paisiblement donc, manque cruellement à Saly. Sur le budget, donc, on voit des incohérences
parce qu'un budget doit être équilibré. En comptabilité, donc, il y a ce qu'on appelle le principe de la partie double. S'ils sont soucis, c'est de travailler pour la population, mais je pense qu'il aurait pu être beaucoup plus raisonnable. Donc, en essayant de voir comment il peut raisonnablement donc, limiter ses frais. S'il se permet de déclarer que lui-même, pour sa seule voiture, il prend 20 millions de carburant par an. Chaque jour, il passe à la pompe donc pour mettre 54 600 de carburant. Pour aller où? À la une de l'actualité judiciaire, l'affaire Aïda Mbacké, du nom de cette dame qui a brûlé vif son mari. Alors que le procureur requiert 15 ans à son encontre, le juge lui décide de lui appliquer la peine de 20 ans, une peine jugée trop sévère par son avocate, maître Ndeye Anta Mbaye, qui compte interjeter appel après la requalification des faits. Nous écoutons la défense dans ce reportage d'Abul Faye et de Thierno Laurent Mendy. Le juge a eu la main très lourde. Il inflige à Aïda Mbacké une peine de 20 ans de réclusion criminelle, plus que ce que demandait le procureur de la République. Nous avons estimé que la décision de 20 ans était quand même assez excessive. Elle était très excessive, d'autant plus qu'on peut considérer ce crime comme un crime d'amour, communément appelé crime passionnel. Et il est de jurisprudence constante. On a l'habitude de voir ces crimes-là. Dans ce cas-là, les juges sont beaucoup plus indulgents parce que les circonstances font que c'est un geste de trop qui a amené à la mort de la victime. La chambre criminelle a toutefois requalifié les faits en écartant la thèse de l'assassinat, ce qui donne de l'espoir à ses avocats. On a pris la décision aujourd'hui, donc nous ne manquerons pas de faire appel dès aujourd'hui ou au plus tard demain, parce que le délai est assez court. Et je pense que nous, autant moi que les excellents confrères qui étaient à mes côtés pour plaider cette affaire, ont encore quand même un mot à dire pour que la peine soit revue à la baisse. La défense compte poursuivre le combat en interjetant appel. Nous allons replaider cette affaire et nous espérons que le rôle du juge en tant que régulateur de société et pas seulement de distributeur de peine sera pris en compte. Parce que aujourd'hui, être régulateur de société, c'est rétablir l'ordre public qui a été certes troublé, mais c'est aussi donner une chance à une personne qui a laissé des enfants, qui a une vie à reprendre. Et c'est pourquoi nous mettrons autant d'énergie. Selon Maître Ndeye Anta Mbaye, l'accusé a regretté son acte devant la chambre criminelle. Et pour tous ceux qui ce soir ne se souviennent pas de cette histoire, Aïda Mbacké, c'est cette jeune épouse qui a tué son mari en le brûlant vif. Les faits remontent à l'année 2018. Elle est poursuivie pour meurtre avec préméditation et aujourd'hui, donc, la chambre criminelle du tribunal de Dakar a livré son verdict. 20 ans ferme, c'est donc la peine qu'elle va purger. Juste rappeler qu'elle l'a déjà purgé 3 ans et Thioro Ndiaye revient sur cette douloureuse histoire à travers ce récit. Temps de réclusion criminelle, c'est la décision du juge de la chambre criminelle de Dakar concernant l'affaire Aïda Mbacké. C'est en 2018 que la dame avait brûlé vif son époux Khadim Ndiaye, une affaire qui avait suscité une vive polémique. Lors de son face-à-face avec le juge, l'ancienne secrétaire et mère de 2 enfants a avoué avoir agi sous l'emprise de la colère. Elle dit être toujours amoureuse de son défunt mari avec qui il a partagé 6 ans de vie. Ainsi, Aïda Mbacké dit être délaissée par toute sa famille et regrette son acte. Le tribunal a disqualifié le chef d'assassinat initialement retenu contre l'accusé. Il a été condamné pour meurtre. La défense, qui conteste le verdict, compte interjeter appel. Allez, reparlons de la baisse des loyers 24 heures plutôt après la proposition des autorités de mettre en place un observatoire pour encadrer les prix du logement. Agents du secteur et associations de consommateurs réagissent et de l'avis de ces spécialistes, eh bien, la mise en place d'un observatoire peinera à aboutir à des résultats concrets tant que l'implication de l'État sera timide. C'est un dossier signé Mamadou Fall. Qui est proposé, qui consiste à mettre en place un observatoire, ce n'est pas la solution. Le loyer, une équation à plusieurs inconnus pour l'État du Sénégal, les bailleurs et les locataires.
Après plusieurs réformes en sus de la loi de 2014, sa résolution pose problème. Ce travail qui devait être fait ensemble, s'il l'avait fait, si ça avait été fait, ça aurait permis non seulement de veiller à l'application et de contrôler l'application des textes, mais ça aurait permis aussi, avec les services de ces deux directions-là, de pouvoir arbitrer tous les problèmes qui naissent entre les bailleurs et les propriétaires. La rencontre entre le ministre du Commerce et certains acteurs n'est que poudre aux yeux. Les 2 mois soulevés sont déjà codifiés. Dans la réalité, les bailleurs demandent 4 mois, c'est-à-dire 2 mois de caution, 1 mois de loyer d'avance et 1 mois de commission. Ça fait 4 mois, ce qui n'est pas normal. Pour les populations, l'exagération en matière de la cherté du loyer est à son paroxysme. L'État doit en faire une priorité. Mais 4 mois, c'est trop pour un Sénégalais lambda. On ne peut pas le faire, on ne peut pas veiller ça. Il y a trop de choses à faire. Normalement, c'est à l'État d'accompagner les gens, les Sénégalais et les Sénégalaises. Je le dis à cœur ouvert. Parce qu'aujourd'hui, quand les gens payent un appartement ici à Mermoz, tu as un appartement qui te coûte 250 000 par mois. Il te demande 4 mois. Quand même, c'est énorme. Pour certaines agences, l'État doit être au début et à la fin du processus. Quand on parle des impôts fonciers, que l'État se dise, bon, je prends 30 ou 40%, bon, écoute, je ramène l'impôt foncier peut-être à 15%. Ce serait très bien pour les bailleurs. Ils s'y retrouveraient parce qu'aujourd'hui, l'idée, c'est par exemple, certains, je vous donne un exemple, certains souscrivent un crédit pour avoir un bien. Et le loyer, normalement, doit pouvoir les aider à rembourser ce bien. Le loyer, une lourde charge sociale qui asphyxie des milliers de personnes au Sénégal, doit être bien repensé. Avec autant de pistes de réflexion, des solutions pour une régularisation ne manquent pas. Les travailleurs de la Poste encore en sit-in pour dire leur ras-le-bol face à la gestion de la direction générale, une gestion qu'ils jugent népotique et désastreuse face aux caméras et là d'enchaîner des mouvements d'humeur sans jamais obtenir gain de cause. Eh bien, ils demandent cette fois-ci l'arbitrage du chef de l'État pour mettre fin à un calvaire qui, selon eux, n'a que trop duré. Fatou Bintou Conté. Sur de casserole à la Poste, ce mercredi, les postiers ont organisé un sit-in pour décrire la situation dans leur entreprise avec une politique de diabolisation dont ils subissent actuellement. Aujourd'hui, les travailleurs sont stressés. Ils sont impuissants face à la demande de la clientèle. Ce n'est pas par rapport à leur manque d'engagement, ce n'est pas par rapport à leur manque de professionnalisme, mais c'est par rapport véritablement à l'irresponsabilité de la direction générale et par ricochet l'irresponsabilité de l'État. Ces travailleurs très remontés contre le directeur général s'indignent que la gabegie et le népotisme soient érigés comme mode de travail par la direction de la Poste. L'actuel directeur général n'a de préoccupation que la conquête de sa mairie et il veut l'asseoir sur la dilapidation de nos ressources, avec un recrutement abusif qui est multiforme. Des prestataires de services sont recrutés, qui sont des fonctionnaires. Je n'en veux pour preuve le secrétaire général qui est un professeur d'université qui perçoit 2 salaires. Sur les 15 milliards versés à l'entreprise par l'État, les travailleurs émettent des doutes quant à son utilisation à bon escient. Ces 15 milliards-là, on l'a versé à une période assez charnière. C'est l'après-campagne, après c'est la campagne. Nous avons véritablement le doute que ces ressources-là soient destinées à financer véritablement la campagne électorale du directeur général politicien. Les travailleurs de la Poste comptent sillonner le Sénégal pour apporter la bonne parole aux autres postiers afin que le combat pour la défense de leur outil de travail soit suivi. À Kaolack, les travailleurs d'AFTU, la société de transport urbain, se font entendre. Ils dénoncent de mauvaises conditions de travail, une précarité totale qui les a inscrits dans l'illégalité puisqu'ils courent depuis 6 ans après des contrats de travail. Nous écoutons Abimane, elle est porte-parole des travailleurs d'AFTU Kaolack, elle est au micro de Pambay Diao. Les travailleurs de l'association de financement des professionnels du transport urbain AFTU n'en peuvent plus de leurs conditions de travail. Selon leur porte-parole, les travailleurs ont fait 6 ans dans le secteur sans un contrat de travail. Il s'agit des conditions misérables dans lesquelles nous travaillons. Ici à Kaolack, nous sommes surexploités. 6 ans sans contrat de travail, 6 ans sans déclaration à l'IPRES. Ce qui veut dire qu'une fois en retraite, on tendra la main pour vivre comme si on n'avait jamais travaillé. 6 ans sans déclaration à la sécurité sociale.
Ce qui signifie qu'en cas d'accident ou de maladie, on n'aurait pas une prise en charge médicale. Et le cas patent, c'est l'un des chauffeurs qui est décédé récemment après une longue maladie. Aucune assistance médicale. Ce sont ces collègues chauffeurs qui cotisaient entre eux pour parvenir à ses besoins médicaux. À cela s'ajoute ce qu'il appelle des licenciements abusifs et les menaces dont sont victimes certains de leurs camarades, selon toujours Ousseynou Thioune Diouf. Les opérateurs, ils se permettent de faire des licenciements, des soi-disant licenciements, je veux dire, de façon abusive. Des licenciements sans préavis, des licenciements sans notification écrite, des licenciements sans motif et des mises à pied qui n'ont aucune base légale. C'est le litige qui existe entre nous, le fait de réclamer nos droits. Depuis quand réclamer son droit est une infraction au Sénégal. Ces travailleurs interpellent le ministre du Transport et leurs employés, qui d'ailleurs ont promis de se prononcer sur cette affaire. Parlons à présent de cette première assemblée générale des artisans et ouvriers de la ville de Ourossogui, une rencontre pour s'offusquer d'un manque de financement et du déguerpissement dont ils sont tout le temps victimes. Regroupés au sein d'une association, ils invitent les autorités locales à plus de considération à l'Ibandalian. Au-delà des commerçants, ils occupent une place très importante dans le tissu économique de la ville de Ourossogui. Les ouvriers de la ville Carrefour se donnent la main et exigent de meilleures conditions de vie. Difficultés dans l'accès au financement, ils dénoncent tout simplement le manque de considération de la part des autorités locales. Un chapelet de doléances égrené devant la presse à la fin de l'Assemblée générale tenue à l'espace jeune de Ourossogui. Aujourd'hui, qu'on s'est réunis à telle cérémonie. Vraiment, je suis très content en tant que président. Les ouvriers sont très fatigués. Les ouvriers vraiment contribuent au développement de la nation et ils ne gagnent pas aucun sou au niveau de l'État. Bon, les ouvriers n'ont pas de place. Les ouvriers n'ont rien. Bon, vraiment nous vous disons que le président de la République sache que les ouvriers vraiment sont très fatigués. Si le gouvernement veut nous déguerpir, il vient nous déguerpir sans problème, sans condition. Ce n'est pas normal. Parce que nous, actuellement, nous contribuons sur l'État. Nous payons nos taxes. Nous payons nos retraités. Dans tous les côtés, les ouvriers sont participants. Il y a eux-mêmes, il y a même des ouvriers qui sont partis, qui sont rentrés chez eux à cause de place. Ouais. Donc ça, c'est pas normal. Le maire qui nous devait aider, nous ne devons pas aider. Parce que lui, il nous a promis des terrains de recasement, mais jusqu'à présent, pour le voir, ça, pour qu'il assoie, nous discuter, mais il n'y a pas lieu. L'association des ouvriers et des artisans de Ourossogui, née en 2017, exige le recasement de leurs membres déguerpis pendant les opérations de désencombrement de Ourossogui. Ouverture de la campagne de commercialisation de l'arachide. Le prix du kilogramme est connu comme l'année dernière. Il ne change pas, il ne varie pas. Il est fixé à 250 francs le kilo. L'annonce est du ministre de l'Agriculture. Parlons à présent de ce colloque qui jette un regard sur nos bols ou sur nos assiettes, si vous préférez, c'est selon. Une façon en tout cas de s'intéresser aux habitudes culinaires et alimentaires des Sénégalais, des habitudes qui aujourd'hui mettent tous les clignotants au rouge et en cause une alimentation trop salée ou trop sucrée qui explique la montée en puissance des maladies telles que l'hypertension ou encore le diabète. Le colloque sur l'alimentation et la santé s'est ouvert ce matin. Il a suscité la réflexion de Lamine Fall, notre reporter qui y a pris part. Regardons ça. Que l'alimentation soit ta première médecine, disait Hippocrate, médecin grec traditionnellement considéré comme le père de la médecine. Tout en sachant que la médecine est la science et qui a pour objet la conservation, le rétablissement de la santé ou encore l'art de prévenir et de soigner les maladies de l'homme. Le constat, malheureusement, l'alimentation à l'ère moderne n'est plus une médecine mais un facteur de mortalité de l'homme. Trop de sucre, trop de sel, du tabagisme, autant de comportements à risque. Notre manière de s'alimenter favorise des maladies non transmissibles, à savoir l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, les maladies pulmonaires chroniques, le diabète, pour ne citer que cela, des maladies qui font ravage. La responsabilité individuelle de chacun est donc interpellée. Mais à côté de cette responsabilité individuelle, celle collective et gouvernementale ne doit pas être en reste.
Il faut éduquer la population à adopter un réflexe alimentaire sain et de qualité, les sensibiliser sur les maladies non transmissibles en les incitant à la pratique sportive, en évitant surtout la consommation du tabac et la sédentarité. L'urgence, mettre également en place un programme efficient de renforcement des capacités des professionnels de santé. Le défi majeur, c'est aussi une prise en charge multisectorielle. Manger bien, manger sain et équilibré. Des pratiques à adopter pour éviter le développement des maladies non transmissibles. Les maladies dues à une mauvaise alimentation sont appelées, vous venez de l'entendre, maladies non transmissibles. Elles tuent chaque année en moyenne 42 millions de personnes dans le monde. Au Sénégal, les spécialistes sont inquiets, mais surtout conscients du besoin d'attirer l'attention des populations dans le but de leur éviter le pire. Ces spécialistes ont pris part, je vous l'annonçais tout à l'heure, pris part à un colloque sur la santé et l'alimentation organisé par Nestlé Sénégal. Les détails, c'est avec Fatou Kinedem et Pape Sangoné Mbaye. 55 millions de personnes à travers le monde risquent de mourir de maladies non transmissibles d'ici à 2030. L'OMS alerte. Au moins, on a un tiers de la population qui est hypertendue et ça, c'est important. Pour le diabète, on était à 3,4%. Effectivement, depuis lors, on n'a pas encore refait l'enquête STEPS qui est en cours. On est en train d'évaluer pour pouvoir refaire cette enquête STEPS-là. Évaluer, c'est aussi investir dans les programmes de santé. Il faut notamment une prise en charge multisectorielle. Il va falloir relever quand même le plateau technique, former le personnel de santé, mais il faut organiser aussi la demande de soins qui est représentée par la population. Étant donné que ce sont des maladies qui coûtent cher, il faudrait que les populations aient une accessibilité financière. Pour cela, il faut les organiser en mutuelle. On dit que quand on investit $1 sur la prévention des maladies non transmissibles, on gagne $7. C'est très important. Actuellement, on est à 42 millions de décès. On pourrait atteindre 55 millions d'ici 2030 si on ne fait pas d'action. Une division, beaucoup de difficultés. La division de lutte contre les maladies non transmissibles doit être davantage soutenue financièrement. Il faut rendre opérationnelles les supervisions et mieux décentraliser les soins. La gestion des maladies non transmissibles est coûteuse. Le maître mot reste la prévention. On vit en famille. Le plat est partagé par tout le monde. Les dames, parfois, elles ont des difficultés. Quand tu cuisines et que ce n'est pas bien salé, on dit que tu ne cuisines pas bien. Donc là, tu es obligé de rehausser un peu. Donc tout ça, il faut une prise de conscience et là, il faut une bonne sensibilisation. Dans l'actualité internationale, les derniers développements de l'attaque d'Inata au Burkina Faso, une dizaine de manifestants tués ce mercredi dans une marche de protestation réprimée par le pouvoir militaire en place au Soudan et puis le Niger qui abrite pour 3 jours le sommet des filles africaines organisé par l'Union africaine et les Nations unies pour des solutions durables aux violences faites aux filles dans le Sahel. Le récit de ce tour d'horizon de l'actualité internationale est signé Daniel Diouf. Nouveau bilan de l'attaque contre la gendarmerie d'Inata au Burkina Faso, 53 décès dont une quarantaine de gendarmes et 4 civils. L'attaque survenue dimanche dans la province de Soum. Les autorités ont annoncé des sanctions. Le commandant du groupement des forces du secteur nord et celui de la première région de gendarmerie ont été relevés de leurs fonctions. Des milliers de personnes dispersées ce mercredi à coups de grenades lacrymogènes au Soudan. Des manifestants qui défilaient à Khartoum, la capitale, contre le coup d'État militaire. 10 manifestants tués par balles, dont 7 dans la seule banlieue nord de Khartoum. Des dizaines de blessés par balles, dont plusieurs grièvement. Il s'agit de la journée la plus sanglante depuis le coup d'État du 25 octobre dernier. Les autorités ont dû procéder à une coupure totale des communications pour tenter de diminuer la force du mouvement. Le général Baran, qui dirige la junte, continue de promettre des élections en 2023 et assure n'avoir agi que pour corriger la trajectoire de la révolution. Et puis ouverture ce mardi du 3e sommet des filles africaines organisé par l'Union africaine et les Nations unies à Niamey au Niger, en présence du président nigérien Mohamed Bazoum. Durant 3 jours, les participantes vont se pencher sur les violences auxquelles sont confrontées les jeunes filles sur le continent. Des violences qui peuvent avoir pour nom les mariages précoces ou les mutilations génitales.
Les différents panels du sommet de Niamey ont tous un dénominateur commun, la voix des filles dans la prise de décision pour mettre fin aux violences. Selon l'UNICEF, on compte 20 millions de filles mariées avant l'âge de 18 ans dans le Sahel, soit 7 filles sur 10, et 6 filles sur 10 ont des enfants avant l'âge de 18 ans. La 3e édition du sommet des filles africaines à Niamey prendra fin demain. L'actualité sportive démarre avec le football. Le Sénégal, vous le savez, est dans le pot 1 en compagnie de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, mais aussi du Nigeria. Un avantage pour le Sénégal, notre pays, selon Hubert Meng d'Irpub de Record, puisque le Sénégal recevra au retour, mais à ce stade de la compétition, dit-il, aucun adversaire n'est facile. Nous l'écoutons. Il faut d'abord dire qu'il y a un avantage à être dans le chapeau 1 plutôt que dans le chapeau 2. Non seulement on évite de croiser des ténors comme les pays d'Afrique du Nord, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, qui ne nous réussissent pas très souvent, mais également on a l'avantage de recevoir l'adversaire des barrages au match retour. Cela dit, on aura forcément 2 matchs très disputés, quel que soit l'adversaire dans ces barrages. De toutes les 10 équipes présentes, par exemple, dans ces barrages, seul le Mali n'a jamais participé à une Coupe du Monde. Et l'on serait tenté de penser que ce sera l'adversaire le plus abordable. Mais le Mali a fait très fort en match de poule, où il n'a pris aucun but. Et c'est quasiment la seule équipe à avoir réalisé une telle performance dans les 10 groupes. Moi, personnellement, je suis porté à croire que la RDC, qui est la seule équipe à ne pas s'être qualifiée à la CAN 2022 et qui est présente dans ces barrages, serait un bon adversaire pour les Lions. Et puis, une fois n'est pas coutume, nous parlons de surf dans cette édition. Une première pour le surf au Sénégal. 10 encadreurs vont suivre un stage sous la direction de techniciens de l'Association internationale de surf. Ce sera du 17 au 27 novembre prochain. Une opportunité ainsi offerte aux surfeurs par la solidarité olympique qui arrive à point nommé. Le compte-rendu est signé Cheikh Sadibou Diarra. Les entraîneurs sénégalais de surf en quête de certification. Durant 10 jours, une dizaine d'entre eux vont suivre un stage technique de formation sous la houlette de 2 techniciens envoyés par l'Association internationale de surf. Et depuis 3 ans, la Fédération sénégalaise de surf est présente au championnat du monde. On a 3 encadreurs nationaux qui sont là-bas réguliers. Techniquement, ils sont très outillés et préparés, mais administrativement, ce diplôme, on ne l'a pas. Donc ce partenariat et ce stage est très important pour nous déjà. On parle de level 1, mais l'objectif des encadreurs nationaux, c'est d'aller jusqu'à level 3. On va leur donner cette opportunité d'obtenir ce diplôme pour qu'ils puissent exercer sur le plan national et le plan international. Et que demain, si on a aujourd'hui 100 Sénégalais qui pratiquent le surf, c'est un sport individuel, chaque rider peut prendre un coach national qui l'accompagne dans les compétitions internationales. Le surf, une discipline sportive en plein essor au Sénégal. Parce que si vous allez aujourd'hui à l'aéroport national, vous allez juste faire un sondage. Sur 100, le tourisme surf pour moi est entre 25 à 30%. Ce qui surprend même à SCP, la zone nationale du tourisme. Donc, le destination au Sénégal est bien vendu à travers le surf. On contribue beaucoup. Donc, le développement aujourd'hui, en fait, ça tombe à pic. Un stage qui en appelle d'autres, sous condition d'une bonne tenue des stagiaires. Vous devez faire en sorte que demain, la confiance qu'on nous a accordée au niveau international, qu'on puisse continuer en fait à en bénéficier. Parce que si eux, à l'issue de ce stage, disent par exemple que les stagiaires sénégalais n'ont pas été assidus, ils n'ont pas suivi, etc., c'est sûr que ce que nous voulons plus tard n'aura pas lieu. Le level 1, c'est simplement le numéro 1. C'est le niveau 1. Mais nous savons que nous pouvons dépasser le niveau 1. La pratique du surf est en développement continu au Sénégal depuis quelques années. Le recyclage des entraîneurs ne peut être que bénéfique en vue des échéances futures, comme les Jeux olympiques de la jeunesse en 2026. Et justement, ce stage est fait pour préparer les prochains Jeux olympiques de la jeunesse en 2026. Le surf est paré à donner satisfaction pour Marseille, le vice-président de la Fédération sénégalaise de la discipline. Eh bien, il y a de fortes chances de médaille, surtout avec le club d'Angor. Nous l'écoutons. Ses propos sont recueillis encore une fois par Cheikh Sadibou Diarra. Beaucoup de jeunes surfeurs, je vais citer un des écoles qui s'appelle Take-Off Ngor, qui a vraiment la crème du surf pour les JOJ. Qui est son encadreur est là, Pape Samandiaï. Il a vraiment des jeunes. Si demain,
on doit amener des jeunes qui vont représenter le Sénégal pendant les JOJ, je pense qu'à 80% sortira de Tekafngor. Donc vraiment la formation, la détection, formation pour fournir des riders, on se prépare par rapport à ça. Après aussi, on a notre jeune Chérif Fall qui est là, qui est le numéro 1 sénégalais. Moussa Diagne a cité le champion du monde qui était là et le champion olympique. Chérif Fall est dans la même boîte que lui, qui est Billabong. Donc aujourd'hui, c'est un jeune promoteur sénégalais qui a 25 ans, qui veut décider son contrat professionnel. Et là, dans 2 semaines, on sera en Afrique du Sud pour faire le challenge série. Parce que le SOP a été départagé maintenant. Maintenant, avant, un Africain, pour qu'il aille dans le top 44 ou le top 33, c'était impossible à part le Sud-Africain. Maintenant, le découpage a fait qu'aujourd'hui, un Sénégalais pour aller dans le World Tour. Donc maintenant, il faut juste faire un résultat dans le challenge série en Afrique du Sud et aller faire le triple crown à Hawaï. S'il est bien placé, il est dans le World Tour. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, eh bien, vous pouvez le suivre sur nos plateformes digitales. Tout de suite après moi, soir d'info avec Abdoulaye Der. Il reçoit ce soir Fadel Barro, candidat à la mairie de Kaolack. Restez en compagnie des programmes de la télévision Futur Média. Je vous retrouve demain avec grand plaisir pour le journal 20h.